Bien le bonjour à tous, Valentin Offrand avec vous pour ce point de marché du jeudi 19 avril 2018. Aujourd'hui, les ventes au détail du Royaume-Uni seront attendues. Voilà, ce sera l'annonce majeure de la journée. Alors sans plus attendre, on va commencer par l'avertissement gage sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Ramsey, que je salue également. Excusez-moi pour ce petit retard du mail que vous avez reçu pour rejoindre ce webinaire un petit peu, il y a de cela une dizaine de minutes. Voilà, donc bien bonjour à vous Benjamin, Franck, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et bien écoutez Franck, je pense que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien également. François que je salue, Denise, voilà, bien le bonjour à vous tous. Alors François qui nous dit c'est un scandale, en rigolant bien évidemment. Alors oui, peut-être. Voilà, bonjour à vous Edgy également. Alors au niveau du briefing de l'actualité, on a eu cette nuit Donald Trump et le Premier ministre japonais qui ont tenu une conférence et qui à Washington à l'issue de ces 2 jours de discussion et qui ont convenu d'intensifier les discussions commerciales dans le but eh bien d'accroître l'investissement et le commerce. Il y a par contre une petite divergence entre les deux pays, entre les deux leaders, deux divergences de vision. Donald Trump semble plus euh, a plus sa volonté de mettre en place un partenariat entre le Japon et les États-Unis, un partenariat commercial, tandis que le Premier ministre japonais Shinzo Abe estime que euh, les États-Unis devraient plutôt rejoindre le TPP, le l'accord transpacifique dont Donald Trump a quitté juste après sa prise de fonction il y a 1 an et demi. Euh, donc euh, donc voilà. On ne sait pas encore si les États-Unis vont rejoindre le TPP ou si ils vont faire un partenariat commercial, un accord commercial avec le japonais exclusivement. Sinon, comme vous avez pu le constater, on a les prix du pétrole qui ont continué à progresser hier suite au déstockage de 1 million de barils bruts aux États-Unis la semaine dernière. Donc le prix du WTI qui revient à un plus haut depuis décembre 2014 au-dessus des 68 dollars, le Brent au-dessus des 73. Dans le fond, on a les risques de perturbation de l'approvisionnement au Moyen-Orient et au Venezuela qui continuent à soutenir les cours de pétrole ainsi que les nouvelles sanctions américaines envers l'Iran. Au niveau de la Banque du Canada, donc comme prévu, aucune hausse des taux euh, a eu lieu. La Banque du Canada qui a réitéré ses propos prudents, ses inquiétudes concernant les politiques commerciales, sans citer en clair les renégociations de l'ALENA et surtout les nouvelles tensions commerciales qui ont émergé ces dernières semaines avec la Chine, entre la Chine et les États-Unis. Bien évidemment, ça ne donne pas un ton très positif pour le commerce international et pour les renégociations de l'ALENA. Et cela malgré l'amélioration de l'économie, dont l'inflation. La Banque centrale du Canada estime par ailleurs que l'inflation sera probablement un peu plus élevée que prévu en 2018. Voilà. Et pareil, hein, en Europe hier, on a eu le ralentissement de l'inflation, qu'elle soit au Royaume-Uni ou en zone euro. Donc pour le Royaume-Uni à 2,5% contre 2,7% au mois de février, et en zone euro 1,3 contre 1,4 en février. Voilà pour le briefing de l'actualité ce matin. Au niveau des résumés de la séance américaine et asiatique, alors c'est plutôt mitigé ce matin. On peut voir on a eu hier soir le Dow Jones qui continue dans le rouge, alors que le S&P et le Nasdaq dans le vert. Donc voilà, on pourrait se dire qu'il y a plutôt de l'aversion pour risque, mais pourtant le marché obligataire a été vendu. Regardez le rendement du T-Note, plus 4 points de base. Donc vente du marché obligataire, DXY qui progresse. Ce matin c'est pareil, on a le yen qui recule, mais le gold qui progresse et le Nikkei et le Hang Seng qui sont tous les deux dans le vert. Donc on n'a ni d'appétit ni d'aversion pour risque, je dirais. C'est une séance de transition, voilà, une séance de transition de prise de bénéfices, tout simplement.
Au niveau du calendrier économique, donc on a eu un IPC qui est ressorti dans la lignée du consensus. Regardez l'IPC de la Nouvelle-Zélande à 1,1% contre 1,6 lors de la précédente publication. On a eu plutôt des mauvais chiffres de l'emploi en Australie. Regardez la variation de l'emploi, 4,9 000 en plus contre 20 000 attendus. Voilà. Sinon, nous aurons à 10h30 les ventes au détail et les ventes au détail corps, ventes au détail corps qui sont hors automobile et essence, comme vous pouvez le voir, attendu en hausse à 1,4% contre 1,1. Alors les ventes au détail c'est assez important, en tout cas c'est un chiffre qui permet un petit peu d'avoir une opinion sur le PIB et sur l'inflation qui arrive. Donc c'est l'un des premiers indicateurs qui est publié, ces ventes au détail. Parce que qui dit vente en hausse, dit consommation en hausse, et donc production, euh, production, richesse et inflation qui devrait accélérer. Voilà. Donc ce sera l'annonce de la journée. Nous aurons quelques discours de certains membres de la Fed aujourd'hui et que vous pouvez retrouver sur le calendrier DailyFX et dans les impacts faibles. Et sinon, vous voyez qu'on aura quelques chiffres sur le chômage aux États-Unis, mais rien de très méchant. Voilà. On passe tout de suite à nos indices boursiers, nos indices forex. L'AUD qui surperforme le FX ce matin. À l'inverse, le yen qui inscrit la plus forte baisse. Le NZD à l'équilibre, l'euro également. Donc on a une amélioration par rapport à cette nuit des devises européennes. Quand je me suis connecté il y a de cela un peu plus d'une heure, on avait toutes les devises euro, GBP, CHF, USD dans le rouge. Et là, on peut voir que l'euro est dorénavant dans le vert. Le GBP est maintenant à 0%. Le franc suisse se reprend. Donc voilà, on a un rachat, on va dire, on a un achat, pardon, de devises européennes depuis une petite heure. Voilà. Mais ça n'empêche pas que l'AUD surperforme. Le CAD est à l'équilibre. Vous voyez que le CAD, regardez, il a chuté hier. Donc avalement baissier. Sous résistance. Donc c'est un premier signal baissier. Alors c'est sans doute pas suffisant pour vendre le dollar canadien, mais ça confirme le fait qu'il faut prendre ses bénéfices sur le dollar CAD. Voilà. Pour vendre le CAD, pour moi, il faudrait attendre déjà que l'indice clôture sous sa moyenne mobile à 20 ou à 10 séances minimum. Et on est déjà loin la moyenne mobile de 20 séances. Et à 10, vous voyez qu'on est dessus. Donc ce n'est pas le moment, j'ai envie de dire, de vendre le CAD. L'USD, vous voyez, sous sa moyenne mobile à 10 séances. Le franc suisse, c'est pareil. Alors il s'est stabilisé le franc suisse après une journée, la journée précédente qui était particulièrement baissière. Donc stabilisation au plus bas, à des plus bas, vous voyez, depuis mars 2015. Donc il y a quand même une probabilité de rebond assez importante. Regardez quand vous voyez le niveau de prix actuel, on a eu le rebond à peu près en janvier, en juin 2016 et en mars 2015. Donc voilà, faut pas négliger. C'est pas parce que le franc suisse est baissier qu'il faut négliger ce potentiel baissier. Alors c'est pas pour autant qu'il faut passer long sur le franc suisse. Faut attendre des signaux haussiers comme déjà le franchissement de la moyenne mobile à 10 séances, parce que voilà, on est quand même dans une tendance baissière, donc faut pas non plus se positionner à l'achat parce qu'on est sur un support. Ça ne veut rien dire. Un support ou une résistance n'invite tout simplement à un peu plus s'intéresser à un actif. Hein. Voilà. Donc franc suisse sur support, c'est pas encore le moment d'acheter, mais voilà, faut garder un œil. Le JBP retrace. Voilà, regardez un petit peu ce qui s'était passé lors de la première hausse des taux de la Banque d'Angleterre en plus de 10 ans. C'était une hausse des taux qui avait été totalement pricée. Et regardez comment le marché avait réagi. On avait eu une baisse. Voyons, je vais le mettre en bleu. Voilà. Bleu, on avait eu une baisse du franc suisse. Alors ça, c'est un index. Hein, donc ça veut dire quand même que c'est un peu moins volatile un index, comme vous le savez. Et pourtant, sur cette même journée, on avait quand même une baisse de plus de 1%, près de 2% du pound. Alors ça ne veut pas dire par là qu'on aura une chute de la livre sterling le 10 mai prochain,
lors de la prochaine hausse des taux de la BOE. Alors moi personnellement je pense toujours qu'il y aura une hausse des taux de la BOE le 10 mai, c'est pas parce qu'on a eu un ralentissement de l'inflation que la Banque d'Angleterre va comment dire ignorer, enfin ne va pas procéder à sa hausse des taux. Mais donc je pense que d'ici là le pound va se consolider, il va y avoir des prises de bénéfices. Donc pound plutôt une perspective baissière à court terme. Maintenant attention, ça reste quand même assez risqué à vendre. Ça reste assez risqué à vendre parce on est dans une tendance haussière depuis, vous voyez, depuis l'automne dernier. J'ai envie de dire même depuis plus longtemps, mais depuis l'automne dernier, on a un parfait canal haussier. Donc voilà, le momentum il est encore haussier, le RSI il est bullish, donc ça me semble compliqué à vendre la livre, pour être honnête avec vous. Et entre parenthèses, vous voyez que le GBP est dorénavant dans le vert, hein. Donc on a clairement un achat de position de devises européennes ce matin. L'euro rebondit parfaitement sur cette oblique haussière. Est-ce qu'il faut mettre en place des stratégies haussières sur l'euro? Ça me semble assez, comment dire, pas risqué, mais disons que l'AUD me semble beaucoup plus intéressant. L'euro, je pense qu'il peut se retourner à tout moment. Euh, il peut se retourner à tout moment. Donc c'est pour ça que personnellement, je ne traite pas l'euro à court terme. Enfin même pas à court terme en fait. En ce moment, je ne m'intéresse pas à la devise européenne, enfin à la monnaie unique. Voilà, maintenant pour ceux qui veulent acheter l'euro, c'est possible. C'est possible parce qu'on est dans, vous voyez, on est dans un canal haussier. On est dans un canal haussier. La tendance est haussière. Le RSI est bullish. Donc, voilà, techniquement, c'est bullish. Maintenant, je n'ai pas vraiment de conviction. Je n'ai pas vraiment de conviction, donc voilà, c'est pour ça que je m'abstiens à acheter l'euro. Mais voilà, ça semble en tout cas possible d'un point de vue technique. L'AUD, regardez l'AUD, moyenne mobile à 10 séances, hein. RSI bullish. Voilà, donc concrètement, moi je suis haussier sur le dollar australien. Le dollar néo-zélandais consolide, perspective toujours baissière en bas du range, tant qu'il se situe dans celui-ci. Et le yen, vous voyez que après son rebond mardi, on a le retracement sur son plus bas de la semaine et de la semaine dernière. Voilà, donc le yen, il va potentiellement s'enfoncer encore plus bas. S'il clôture en dessous de ce niveau de support, ce sera clairement un signal baissier pour le yen. Voilà. En tout cas, notre stratégie du début de semaine AUD-NZD se passe plutôt bien pour le moment. On a eu hier la clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, le RSI également au-dessus de 50, donc voilà, ça donne une conviction, ça renforce la conviction haussière. Pour rappel, l'objectif c'est un retour dans un premier temps à 1,08 et pourquoi pas jusqu'à 1,1. Voilà, faudra réévaluer la stratégie lorsque le premier objectif sera atteint. Malgré la hausse du pétrole, le CAD baisse. Oui, exactement Raymond, parce que plus que le pétrole en ce moment, ce qui fait pression sur le CAD et ce qui a le plus d'impact sur l'économie australienne, entre les renégociations de l'ALENA et le cours de pétrole, eh bien c'est de loin les renégociations de l'ALENA. Parce que le premier partenaire commercial du Canada, c'est les États-Unis. Si demain les États-Unis réduisent les échanges avec le Canada, ça aura un impact direct et important sur l'économie canadienne. Alors que le pétrole, bon, certes, le pétrole il prend 3% en un jour, mais c'est pas pour autant que le PIB va s'envoler. Vous voyez. Donc oui, le pétrole a un impact, mais c'est toute une question de priorité. Et quand vous savez qu'il y a que les États-Unis c'est le premier client du Canada, eh bien voilà, forcément, ça a un impact important. Si c'était des inquiétudes entre le commerce canadien et russe. Alors, je sais pas regarder les chiffres, hein, mais c'est probablement assez faible. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas vraiment d'impact sur le CAD. Et c'est plutôt le pétrole, oui, qui soutiendrait le cours. Voilà, malgré la hausse donc DXY oblique haussière en daily selon vous. Alors oui, il y a une oblique haussière, vous voyez, qui vient chercher tous les points bas depuis le mois de février, sur lequel le cours a parfaitement rebondi mardi, hein, malgré le fait qu'on a eu le RSI qui a franchi cette oblique et qu'il a réintégré par la suite, hein. Donc oblique légèrement haussière,
Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il faut passer long, je pense. Regardez la tendance. Tendance est clairement baissière. On est sur la moyenne mobile à 200 jours, sur la moyenne mobile à 100 jours, dans un canal baissier, sous les 90 points. Donc, voilà, concrètement, ma perspective est clairement baissière. Et là, vous voyez que si on a un retour à 90, finalement, on aura encore une meilleure opportunité de vente. Parce que ce sera non seulement le seuil psychologique, mais cette fois-ci, également la moyenne mobile à 100 séances, qui n'a pas été testée depuis le dernier, la dernière hausse des taux, puis la hausse des taux du mois de décembre 2017 de la Fed, et également la borne haute de ce canal baissier linéaire. Voilà, d'ailleurs, je vais le réajuster. Voilà. Donc, on va chercher le point bas. Voilà. Ouais, donc vous voyez que cette zone, finalement, si le cours revient, si DXY revient, cette fois-ci, ça sera une très forte résistance. Déjà 90, c'était, vous voyez, une résistance puissante. 1, 2, 3, bon, petite zone d'excès, mais 4, 5 points de contact. Donc voilà, si on casse les 90, ce sera un fort signal haussier. Mais tant qu'on reste sous les 90, vous voyez qu'on a une accumulation de résistance près de ce niveau de prix. Bonjour Catherine, alors désolé reçu du mail du webinaire en retard. Alors oui, c'est ma faute. C'est ma faute pour le retard du mail. Voilà, donc veuillez m'excuser. Donc j'espère que vous allez bien également, chère Catherine. Voilà donc pour le DXY, oui, légère oblique haussière. Maintenant, est-ce que ça se paye? Ça me semble compliqué. Si on regarde le DXY, clairement une tendance baissière. Si on regarde cet index qui a une meilleure pondération, une pondération un peu plus équitable et qui, celui-ci contient toutes les devises majeures, alors que si vous regardez un petit peu la formule du DXY, il ne contient pas le CAD, me semble-t-il, il ne contient pas le NZD, il ne contient pas l'AUD, il contient pourtant la devise suédoise. Donc vous voyez, c'est bon. D'ailleurs, vous voyez, DXY composition, mince, excusez-moi. Et voilà, donc vous avez ici la composition du DXY. Donc vous avez 57% d'euros, 13% de yens, 11% du GBP, 9% de dollar CAD, couronne suédoise 4%, franc suisse 3%. Donc il n'y a pas d'AUD, il n'y a pas de NZD, il n'y a pas c'est tout. Voilà. Et pourtant il y a la devise suédoise. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien également regarder cet index USD qui a une pondération un peu plus équitable et un peu plus meilleure selon moi. Voilà, donc USD CHF ou DXY, clairement baissier. Voilà, maintenant ça consolide à court terme, mais ce n'est pas pour autant selon moi qu'il faut passer à l'achat. Alors on fait un tour rapide des paires majeures. Vous voyez que les paires majeures qui étaient sous pression hier matin parce qu'on avait un rebond du dollar, et bien finalement, vous voyez que ils ont le dollar a retracé hier en deuxième partie de journée et donc a fait progresser l'ensemble quasiment des devises des paires majeures. Donc là, USD teste sa moyenne mobile à 200 séances, pardon. Si la USD clôture au-dessus de cette moyenne mobile, ce sera un signal achat direction les 0,80. L'euro dollar, consolidation encore une fois entre cette oblique haussière qui va chercher tous les points bas depuis le mois d'octobre jusqu'à et la résistance qui correspond à 1,2417. Si on a un franchissement de 1,2417, l'objectif sera haussier jusqu'à 1,25. Et à l'inverse, si on a un franchissement de cette oblique, ça sera un signal baissier jusqu'à 1,22, qui correspond également à la moyenne mobile à 100 séances. Le GBP, prise de bénéfice, opportunité d'achat selon moi à 1,40, mais pas avant. Voilà. Si on a un retour à 1,40, techniquement, vous voyez ce canal haussier en place depuis avril 2017, eh bien, ça serait une opportunité d'achat, clairement. Maintenant, tant qu'on n'est pas à 1,40, ça me semble compliqué. NZD, bon, pas grand chose à faire.
consolidation comme vous pouvez le constater depuis 3 mois, un petit peu à l'image de l'euro-dollar. Le NZD-USD consolide, hein. L'USD CAD rebondit, mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de direction. Alors, j'ai écrit un article CAD hier, un article sur dollar canadien, et en clair, je suis neutre entre la moyenne, tant que le prix journalier se situe entre la moyenne mobile à 2 séances, ici en noir, et les 1,25. Si l'USD CAD clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 200 séances, ça sera un objectif haussier jusqu'à cette résistance à 1,2765. Dans le cas contraire, si on clôture en dessous, signal baissier jusqu'à cette oblique. L'USD CHF, alors l'USD CHF progresse, pourquoi? Tout simplement parce que le franc suisse sous-performe. C'est la devise la plus baissière. Il me semble d'ailleurs depuis, alors non pas depuis le début de l'année, mais si on regarde donc USD CHF, depuis le début de l'année, bon, à moins 0,40. Donc finalement, USD et CHF sont quasiment égaux depuis le début de l'année. Ils font la même performance. Donc c'est les deux devises les plus baissières, me semble-t-il, hein. Comparé avec l'USD CAD. L'USD CAD qui a été quand même pas mal sous pression au premier trimestre. Mais donc vous voyez que l'USD CAD quand même a quand même une meilleure tendance. Alors non, d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est le CAD qui était la plus baissière. Puisque l'USD progresse de 0,79, c'est-à-dire que le CAD recule de 0,79 face au dollar US. Finalement, c'est le dollar CAD qui est la devise la plus baissière pour le moment. Peut-être la UD. USD AUD. USD AUD également. Ouais, donc c'est les deux. Ces deux devises sont les deux qui sont les plus exposées à une restriction commerciale, il y a une restriction des échanges internationaux des États-Unis. Donc si on a une réduction du commerce international de la part des États-Unis, c'est l'AUD et le CAD qui sont les plus sous pression, tout simplement, avec le peso mexicain. Voilà, donc en tout cas, le franc suisse est l'une des devises qui pèse le plus depuis le début de l'année, et donc malgré le fait que le dollar baisse, finalement depuis le début de l'année dans un range, alors que le franc suisse index, vous voyez qu'il est en repli. Il est revenu à ses plus bas de l'année. Vous voyez, si on se met year to date, franc suisse à son plus bas de l'année, et même à son plus bas, comme vous savez, depuis mars 2015. Voilà. Donc forcément, l'USD-CHF progresse. Parce que le franc suisse sous-performe. Est-ce qu'on a un signal haussier en raison de la moyenne mobile, franchissement de la moyenne mobile à 200 jours? Alors, c'est compliqué techniquement, oui, mais étant donné que le franc suisse index est sur un niveau de support pluriannuel, ça me semble compliqué de le vendre à ce niveau de prix. Voilà, malgré, même face au dollar. Si je devais le vendre, ça serait seulement face à la devise la plus forte en ce moment et avec laquelle j'ai la plus grande conviction, c'est-à-dire l'AUD. L'AUD CHF, c'est probablement la seule paire sur laquelle je pourrais vendre le franc suisse. Voilà, mais vous voyez que la UDCHF quand même arrive dans une zone de survente, il n'a pas dépassé sa moyenne mobile à 200 séances, donc ça me semble assez compliqué. Voilà. Donc pour moi le CHF, je n'y touche pas à court terme au vu de l'analyse technique du franc suisse index, tout simplement. Et l'USD yen, bon l'USD yen, honnêtement c'est pas une paire qui m'intéresse en ce moment au vu de sa consolidation. D'un point de vue swing trading moyen terme, vente à 108, achat vers les 105, 106. Voilà, c'est plutôt ma stratégie, enfin ma conviction, tout simplement. Nicole qui me demande, alors bonjour à vous Nicole, pour la journée, tous les indices Europe ont-ils une tendance haussière? Alors, oui, alors très légèrement, encore une fois, c'est une séance de transition selon moi. Regardez le pétrole, malgré le fait qu'il a progressé hier, vous voyez qu'il a bondi. Encore une fois, on avait alerté d'un potentiel baissier, enfin on avait émis l'hypothèse d'une baisse du pétrole, mais on avait surtout indiqué que c'était dangereux de trader à contre-tendance. Et là, on a le parfait exemple hier. Ceux qui ont vendu le haut du canal haussier, c'est une stratégie perdante.
Encore une fois, la borne haute d'un canal haussier, c'est une zone de surachat. Donc faut prendre des bénéfices. Maintenant, est-ce qu'il faut shorter dans une tendance haussière? Vous voyez que ça reste quand même assez compliqué. Et vice versa pour une stratégie vendeuse, pour une tendance baissière, ça semble compliqué d'acheter, même si le cours atteint une zone de survente, c'est-à-dire la borne basse d'un canal. Est-ce que ça sera bien demain les sorcières? Alors sorcières, alors les 4 sorcières, c'est le troisième vendredi du dernier mois de chaque trimestre, donc mois de juin pour les 4 sorcières. Et sinon, donc, les 3 sorcières, c'est le troisième vendredi de chaque mois. Mais bon, honnêtement, les 3 sorcières, il n'y aurait pas beaucoup de volatilité. Donc, est-ce qu'on est le troisième vendredi? 1, 2, 3. Normalement, oui, il y aura les 3 sorcières. Mais c'est pas les 4. Hein. C'est pas les 4, donc, voilà, honnêtement, les 3 sorcières, ça passe un petit peu inaperçu sur les marchés. C'est surtout les 4 où il faut faire attention. Parce que là, on a l'expiration option sur indice, option sur obligation et également futur sur action et futur sur obligation. Donc là ça devient là c'est assez c'est potentiellement assez volatile. Alors demain aussi le CAC 40. Alors il faudrait que je vous confirme cela à 16h. Vous pouvez, alors on va regarder ensemble rapidement 3 sorcières. Trois sorcières CAC 40, calendrier. Alors vous savez quoi, on va aller sur Euronext même. Euronext, expiration CAC 40. Troisième vendredi du mois d'échéance. Donc mois d'échéance, est-ce que on est sur un mois d'échéance? Il me semble que oui. Alors France, CAC 40 futur. Donc on est sur le du avril 18. Vous voyez 18 18. Alors donc on a expiration. Attendez. Donc en tout cas c'est à 16h, entre 15h40 et 16h. Et donc dernière mise à jour 29.3. Donc a priori oui. Hein. A priori oui. Mais bon, est-ce qu'il y aura de la volatilité? Je ne pense pas. Hein. Enfin, en tout cas pas beaucoup. Ça devrait passer un petit peu inaperçu. Voilà. Bref, au niveau des indices européens, j'avais une question auparavant que j'ai sautée. Donc, est-ce qu'on aura une tendance haussière sur les indices européens aujourd'hui? Alors, encore une fois, c'est une séance de transition. Même si le pétrole a progressé de 3% hier, ça consolide ce matin. On a l'euro qui progresse, qui gagne du terrain face au dollar, plus 0,14%. On a les obligations qui sont, qui sont restées assez. Alors, ça faut que j'enlève. Voilà. Le Bund, vous voyez, qui baisse, enfin qui baisse. À court terme, en intraday, il consolide. Donc, on n'a pas réellement de direction, d'état de marché directionnel. On n'a ni d'appétit, ni d'aversion pour risque ce matin. On le voit très bien à la clôture des marchés asiatiques. Ce matin, regardez. Nikkei plus 0,15. Alors le Hang Seng, prenez-le avec précaution. C'est parce que le Hang Seng, il faut savoir qu'il quand même il reculait depuis le début de la semaine quasiment. Donc, les stocks chinois reculaient et ils sont en hausse simplement parce que la Banque populaire de Chine a baissé de 100 points un de ses taux directeurs hier. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit haussier. Mais si on regarde un petit peu donc Nikkei, vous voyez le futur qui a totalement retracé ce matin, il n'y a pas réellement de direction. Voilà. Maintenant, attention, parce que regardez le CAC 40. CAC 40, il a dépassé son plus haut du mois de mars. J'insiste sur le fait
qu'il faut des signaux convergents. C'est-à-dire que c'est pas parce que le CAC dépasse un plus haut que tous les indices européens vont le faire. Voilà. Même si je suis plutôt haussier sur les indices européens, je préfère attendre une confirmation des signaux. Et vous voyez que le DAX n'a pas dépassé ce même niveau. Plus haut du lundi 26 février, plus haut du lundi, plus haut depuis le mois de février, donc c'est le 26 également. Donc le CAC a émis le signal bullish, mais le DAX ne l'a pas fait. Il a testé, mais il ne l'a pas fait. Donc prudence. Prudence sur ce signal haussier du CAC. Je pense qu'il faut attendre la confirmation demain. Pardon, ce soir ou demain. S'il y en a une, bien évidemment. Et l'Eurostoxx, c'est pareil, il me semble. L'Eurostoxx, donc plus haut. Alors l'Eurostoxx, non, pardon, il a dépassé ce niveau de prix. Voilà, donc l'Eurostoxx également a dépassé ce niveau de prix. Mais bon, faut savoir que quand même les actions les plus présentes dans l'Eurostoxx, c'est certaines du CAC, hein, c'est les entreprises françaises. Ensuite, il y a l'Allemagne, et ensuite, il me semble, l'Espagne, le Pays-Bas, la Belgique et l'Italie. Voilà, quelque chose comme cela. Mais en tout cas, c'est le CAC 40, enfin, c'est les entreprises françaises qui sont le plus présentes dans l'Eurostoxx 50. Donc, si on a un breakout du CAC, il y a des chances que l'Eurostoxx fasse le breakout. En tout cas, il y en a beaucoup plus que si c'est la IBEX qui fait un breakout. Hein. Voilà. Voilà donc pour le CAC. Donc, oui haussier. Maintenant, j'insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir des signaux qui convergent entre les indices européens. Donc tant qu'on n'a pas le breakout du DAX, du plus haut depuis le flash crash, donc qui est à 12 611, tant qu'on n'a pas de clôture journalière au-dessus des 12 611, c'est compliqué de dire que le CAC va rejoindre les 5 500. Maintenant, si le CAC demain clôture au-dessus des 12 111, oui, c'est possible. Les stratégies seront haussières, DAX jusqu'à 13 000 et le CAC jusqu'à 5 500 points. Voilà. En attendant, je pense que les niveaux de support à court terme peuvent se payer parce qu'on reste quand même dans un dans un appétit peu au risque depuis le début de la semaine. On a des cours de pétrole qui sont en hausse depuis le début de la semaine. On a un marché obligataire qui se détend depuis le début de la semaine. Donc voilà, on a plutôt et on a un excellent démarrage des résultats des entreprises américaines et même européennes. Donc voilà, plutôt des facteurs de soutien. Et les tensions géopolitiques sont mises au second plan pour le moment. Donc voilà, par exemple les 12 500, ça se paye sur le DAX. Et les 5300, même s'ils se font pour le moment, enfin ils ont l'air assez loin maintenant, dorénavant, mais 5300 en swing trading, je pense qu'on les reverra. Mais si on les revoit, ça se paye. À plus court terme, la moyenne mobile reste en séance, mais pas avant. Pas avant, parce que vous voyez que on est quand même dans une tendance assez haussière, et je pense que de toute façon ça va corriger un petit peu, qu'il va y avoir une prise de bénéfice. Donc voilà. Là, on peut tracer une petite oblique bullish, voilà, oblique haussière. Donc, vous voyez, un retour sur cette oblique serait un niveau de prix également intéressant pour passer le long. Alors, Shanghai, c'est l'indice de Shanghai. Hang Seng, c'est l'indice de Hong Kong. Hang Seng Index, c'est Hong Kong. CSI 300, Shanghai. Voilà. D'ailleurs, si vous avez PRT chez IG, vous voyez que vous voyez Chine 300. Et si vous mettez Hang Seng, Shanghai, eh bien, il vous suggère automatiquement. Il vous suggère, alors attention, pardon, c'est pas celui-là. Alors attendez. CSI, voilà, Chine, pardon, c'est le CSI 300. Et donc, le Hang Seng, voilà, c'est bien Hong Kong, hein, Hang Seng Index, vous voyez. Lequel de deux est le plus important? Alors, j'ai envie de dire, les deux sont importants. Shanghai, vous savez que c'est quand même, enfin Hong Kong, pardon, le Hong Kong HSI Hang Seng Index,
savez qu'Hong Kong c'est un peu spécial, hein. Ils ont des, des, des lois un petit peu différentes que la Chine. C'était quand même, il y a de cela une vingtaine d'années, me semble-t-il, encore britannique. Donc voilà, c'est vraiment le capitalisme à l'état pur, le Hong Kong, alors que CSI 300, c'est beaucoup plus la Chine. Enfin, ça représente beaucoup plus la Chine, tout simplement. Maintenant, ils sont de plus en plus corrélés, étant donné que maintenant, vous savez qu'Hong Kong, ça appartient à la Chine, totalement. Ce n'est plus sous le contrôle britannique depuis une vingtaine d'années, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc c'est un petit peu différent. Maintenant, bon, ils convergent de plus en plus, hein. Voilà donc pour les indices. Alors on va faire un petit mot sur le FTSE quand même. C'est pas tous les jours. Mais donc le FTSE, pareil. Regardez plus haut du lundi 26 février, enfin plus haut du mois de février, plus haut du mois de février, qui était le lundi 26, 7340. Si on a également une clôture journalière au-dessus du FTSE, enfin au-dessus de ce niveau de prix, ça sera un signal haussier sur les indices européens. Alors le FTSE c'est un petit peu différent parce que c'est pas l'euro mais c'est la livre sterling qui vient influencer le cours, et il y a également le facteur Brexit qui vient influencer le FTSE, alors que le DAX ou le CAC ne réagissent pas aux négociations du Brexit. Donc c'est un petit peu différent, mais si on a le FTSE qui clôture au-dessus de ce niveau de prix, ça renforcera également l'appétit pour risque des investisseurs. En tout cas, ça montrera que il y a de l'appétit pour risque. Et au niveau donc des matières premières, l'or, on arrive dans une zone intéressante à vendre autour des 1354, vous voyez, entre 1360 et 1360, ça se vend sur du moyen terme. En tout cas, je pense d'un point de vue ratio risque-rendement, c'est assez intéressant. Vous voyez, 1350, ratio risque-rendement, donc 14 dollars de risque pour à peu près 40 dollars de gain, ce qui fait un ratio risque-rendement de 2,7 de tête. Voilà. Et pour le brut et le Brent, est-ce qu'il faut passer long? Je ne pense pas. Vous voyez qu'on est quand même dans des zones, on arrive dans des zones d'excès, que ce soit au niveau du RSI ou également au niveau du prix, le prix qui dépasse ce canal. Donc voilà, pour moi, ça matérialise une une zone d'excès. En plus de cela, on est assez proche du prochain seuil psychologique, 70 dollars. On peut très bien, enfin, il y a de fortes chances que le marché réagisse à ce niveau de prix, que ce soit sur le brut ou le Brent, 75. Donc, donc voilà. Je pense que le marché devrait commencer à ralentir, ou en tout cas, on devrait avoir une belle prise de bénéfice vers ce niveau de prix. Et les premiers signaux, enfin le premier signal baissier, enfin les premiers signaux baissiers par exemple, si par exemple pétrole, il y a une prise de bénéfice 75 dollars sur le Brent, et également sur le brut à 70, hein, qu'on a un avalement baissier sur les deux cours et que les RSI franchissent cette oblique haussière, ça sera une combinaison de signaux baissiers sur les cours de pétrole. Vous voyez, donc il faut surveiller les chandeliers journaliers, ce qu'ils nous disent, mais également cette oblique haussière du RSI. Si elle est dépassée, bon, elle est assez loin en ce moment, mais si elle est dépassée dans le futur, enfin, elle sera dépassée tôt ou tard de toute façon, mais lorsqu'elle sera dépassée, ça émettra un signal baissier. Votre avis sur WTI où annonce 80, 100 dollars? Alors, je suppose que c'est sur du moyen terme. Alors, est-ce que je vise 80 ou 100 dollars sur WTI? Moi, je pense que les cours actuels sont quand même pas mal alimentés par les tensions, que ce soit envers, enfin, tensions géopolitiques, Venezuela, enfin, les inquiétudes d'approvisionnement, pardon, venant du Moyen-Orient et du Venezuela, euh, et également les nouvelles sanctions commerciales envers l'Iran. Si demain on a ces inquiétudes qui diminuent, et je pense qu'il y a des chances quand même, parce que les tensions sont quand même à leur apogée, j'ai envie de dire, au pic. Dans ce cas-là, on aura très probablement une baisse des cours. Donc je pense 70 dollars brut, ça me semble une belle zone de résistance. C'est possible qu'on dépasse le niveau de prix. Maintenant, de là à dire que les cours vont aller chercher 80 ou 100 dollars dans un an, ça me semble compliqué. Sachant qu'il y a 2 ans, quand même, on avait un brut à 30 dollars, hein. Voilà.
Voilà, d'ici vous aurez il y a 2 ans. Février 2016, donc il y a, oui, voilà, un peu plus de 2 ans. On a quand même une hausse de plus de 146% des cours. 100 $, ça ferait 264. Après, tout reste possible, hein. Mais là, on voit clairement qu'on a une accélération du momentum. C'est ce que nous dit, c'est ce que illustre, pardon, ces obliques. Vous voyez que ces obliques, plus elles sont court terme, et plus elles sont orientées à la hausse. Plus la pente augmente. Donc en fait, on a un momentum qui est de plus en plus important. Voilà. Et si on prend cette oblique haussière, entre guillemets, de long terme, bien finalement, vous voyez que les 80-100 $ ne seraient pas atteints avant l'été 2019. Voilà. Donc, concrètement, moi je pense que le momentum s'accélère de plus en plus, donc oblique de moyen terme, de long terme, moyen, de court terme. Donc, donc voilà, on a une pente euh, qui, euh, qui est de plus en plus importante, ce qui matérialise d'un point de vue analyse technique un momentum qui accélère. Donc je pense qu'on pourrait avoir une prise de bénéfice prochainement. Non, ce n'est pas pour autant qu'il faut vendre les cours, hein. La tendance elle est clairement haussière. Mais voilà, 80 $, ça me semble un petit peu trop optimiste. Cacao toujours très haussier et sucre baissier. Alors, regardons rapidement. Cacao, cacao, cacao New York, oui, vous voyez qu'on a une belle hausse du cacao. Prochain seuil, prochaine résistance à 3 $. Donc on a eu la divergence baissière. Encore une fois, regardez la portance d'un point de vue d'analyse technique. Bon, il y en a qui vont utiliser ce support du RSI pour valider la divergence. Vous voyez qu'ils prennent le plus bas depuis la divergence et ils attendent le breakout pour vendre. Ceux qui utilisent la stratégie, certes, ça émet des signaux précoces, donc potentiellement un meilleur niveau de prix, mais vous voyez que il y a beaucoup plus de faux signaux. Alors que si vous attendez le franchissement de 50, c'est que 50 ça donne, c'est la limite, la frontière entre l'état bullish et l'état bearish du momentum. Donc si on attend la divergence avec franchissement de 50, ça permet de filtrer. Et là on n'aurait pas eu le signal vendeur. Donc là on a eu un faux signal de la part de divergence. Enfin c'est pas un faux signal, parce que voilà, une divergence c'est une divergence, mais en tout cas elle n'était pas exploitable. Donc là, prochaine résistance, 3 $. Et pour le sucre, alors le sucre je ne regarde pas du tout, hein. Moi tout ce qui est matière première agricole, je regarde de très très loin. Donc ne vous attendez pas à des stratégies sur ces actifs, hein, de ma part. Donc là on va mettre des niveaux de support et de résistance. Oula, alors j'ai inversé les couleurs. Hop. Bon, donc là je pense qu'on a suffisamment de support de résistance. On va mettre quelques seuils psychologiques pour pas trop encombrer le graphique. Déjà qu'en mensuel c'est pas très lisible, mais bon heureusement qu'on ne traite pas en mensuel. Donc 1000, 1100, 1200 et 1300. Donc on revient en journalier, et là vous voyez déjà qu'on a pas mal de support de résistance. Donc breakout de ce seuil psychologique. Prochain gros support, vous voyez, c'est celui-ci. Donc il y aura probablement une baisse du sucre jusqu'à ce niveau de prix. Point de vue momentum, vous voyez il est clairement baissier le momentum, que ce soit journalier, baissier, journalier, hebdomadaire ou même mensuel. Donc voilà, la tendance est clairement baissière sur le sucre. Je pense qu'on peut clairement viser, enfin pour ceux qui sont sur le sucre, les plus bas de 2015 sont
sont possibles, hein. Je n'ai encore jamais tradé le pétrole. Lequel est le plus facile pour apprendre, le WTI ou le Brent? Je suis habitué à trader l'USD CAD. Alors, faut savoir que le WTI va être un peu plus, être un peu plus exposé, ou en tout cas les statistiques américaines, les stocks de pétrole américains, etc., vont avoir plus d'impact sur le WTI parce que le WTI c'est le baril américain. Le baril Brent, c'est un baril qui est coté à Londres et c'est le baril international, c'est la référence internationale. Donc si vous êtes plutôt sur l'OPEP, sur le pétrole, le marché du pétrole d'un point de vue mondial, le Brent est peut-être un peu plus important, même si depuis quelques années, les volumes du brut américain ont dépassé ceux du Brent. Donc on peut dire que le brut américain est le plus tradé et donc a le plus d'influence sur les différents cours de pétrole. Maintenant, personnellement, si je devais en conseiller qu'un seul, ça serait plutôt, je pense, le WTI. Mais voilà, encore une fois, je pense que le mieux c'est de regarder les deux, parce qu'il y a des moments, comme le CAC et le DAX, où le Brent réagit beaucoup mieux d'un point de vue d'analyse technique que le brut, alors que il y a des fois où c'est l'inverse, comme actuellement. Souvenez-vous, moi, pour ceux qui me suivent depuis maintenant plusieurs mois, il me semble que deuxième semestre 2017, donc l'année dernière en fait, deuxième semestre de l'année dernière, ont été beaucoup plus sur le Brent, il me semble, hein. On était beaucoup plus sur le Brent. Pourquoi? Ah oui, je me souviens, parce qu'on avait, regardez, nous avions cette oblique haussière. Nous avions cette oblique haussière. Et c'était même un canal, hein. C'était même un canal. Voilà, c'est ce canal haussier. Alors que si vous essayez de tracer le même sur le WTI, ouais, donc on a cette oblique, et vous voyez que ces points de contact étaient beaucoup plus éloignés de l'oblique par rapport au Brent. Alors qu'on a les mêmes points. Nous avons utilisé les mêmes points. Voilà. Donc on était plus sur le Brent. Je me souviens depuis l'été, enfin entre l'été et l'été de l'année dernière et cet hiver, et depuis peu, vous voyez que le canal ici est beaucoup mieux respecté sur le brut. 1, 2, 3 points de contact. Le Brent, 1, 2 points de contact. Voilà. Donc j'ai envie de dire ça dépend. Il y a des moments où je vous conseillerais de trader le Brent et d'autres moments le brut. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de surveiller les deux. Et en plus c'est très important parce qu'il faut des signaux qui convergent. Si on a un breakout sur le Brent mais pas sur le brut, ça peut remettre en cause le signal et vice versa. Voilà donc pour ce point de marché, je vous remercie pour votre attention. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. Demain, mon dernier point de marché de la semaine. En attendant, il y a Yoav Nizar que vous retrouverez 2 fois cet après-midi, une fois pour son point de marché global et une seconde fois un peu plus tard dans l'après-midi pour son point de marché spécial crypto-monnaie. Excellente journée à vous. À demain pour mon prochain point de marché et en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux.